Donc, on va aborder les 7 clés du leadership. Mon sujet préféré. Alors, bien sûr, la version que j'ai du leadership, c'est ma version à moi. Okay, chaque personne a une définition du leadership propre à soi. C'est ma vision des choses, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Après, ça vous inspire ou pas. Ok, les gars? J'impose pas les trucs, hein, c'est ma vision des choses. Donc ça peut être très rude, ça peut être très binaire, mais bon, c'est comme ça que je vois les choses. Donc pour vous, quelqu'un qui est leader, qui a un leadership, c'est quoi exactement? Quelqu'un qui est capable de mener son équipe à un objectif. Ok. Et comment il pourrait faire ça? Avec son expérience, Oui. en se servant de l'expérience de ses mecs. Expérience? En se servant de l'expérience de ses mecs. De ses mecs? Des gars de son équipe. De son équipe, quoi. De sa team, ok. Par qualification, parfois aussi. Via sa qualification. Qualification professionnelle, personnelle. Par son charisme aussi, ce serait plus personnel. Ok. Et c'est quoi, pour toi, la définition du charisme? C'est un peu la prestance qu'impose la personne, la première dans la voix, dans sa façon de parler. Par rapport à sa gestuelle, son body language. Et d'où vient la prestance, enfin, ouais, d'où vient la prestance d'une personne qui a du charisme? D'où ça peut venir, ça? De l'ego, sa personnalité. Oui. Confiance en soi et l'assurance. Exactement, confiance en soi et assurance, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ok, vous avez à peu près une bonne définition du leadership. On va dire de manière générale, mais on va aller en plus en profondeur du truc. Donc la première clé que je vais vous donner, un leader doit investir en soi. En lui. En lui-même, ouais, en soi. Alors pourquoi un leader doit investir en soi? Il doit être capable de faire ce qu'il demande aux autres déjà. Ok. Ça doit être quand même un bon exemple. Quelqu'un il fait ci, fait ça, mais qui est capable de rien, en fin de compte, ça inspire pas et ça donne pas envie de faire pour lui. Ok, donc il doit toujours être dans l'exemplarité, quoi. Ok. Quoi d'autre? Se remettre en question, de falloir se remettre en question dans les moments où... Ouais. Et pourquoi il doit investir en soi? Et sur quoi il doit investir, en fait? Sur lui-même, il se challenge constamment. Mhm. Il se donne des objectifs, il est bas, il se donne des objectifs plus hauts pour le battre. Ça, c'est pour la motivation. Mais je parle du mot investir. En quoi un leader doit s'investir, en fait? Ce temps. Comment? Investir du temps. Comment? Investir du temps Exactement. Mais pour faire quoi? pour son équipe et pour lui-même. Enfin, pour lui-même, pour développer ses qualités. Exactement. En fait, un leader doit, dans un premier temps, investir dans sa propre transformation avant de pouvoir transformer les autres. Je vais expliquer après, j'attends que tout le monde note. Pourquoi il doit d'abord se transformer avant de pouvoir transformer les autres? Et pourquoi d'abord il doit investir en soi avant de s'investir pour les autres? Je vous donne un exemple. Moi, j'en discute avec Bubble et d'autres amis. J'ai investi au niveau financier plus de 10 000 € de formation. À peu près. Je prends un chiffre rond, mais ça peut être au-dessus et comme un peu en dessous. Ok? Financièrement, j'ai investi 10 000 € pour moi-même de formation. Que ce soit pour la communication, pour trucs de biomécanique, l'alimentation, ce genre de choses. Pourquoi j'ai fait ça? Il faut me dire, mais le mec, il est fou, il a claqué 10 000 € de formation, c'est un malade, tout ça pour apprendre à bouffer ou faire du sport, tout comme ça. Pourquoi? Parce qu'après, je sais que derrière, en me transformant, en investissant sur moi, je peux le redistribuer aux autres. Vous comprenez ce que je dis?
Donc, quand vous tombez sur des personnes, des chefs, des leaders, enfin, bref, des gars comme ça qui essaient de vous transformer alors qu'eux n'ont pas, n'ont pas investi du temps, de l'énergie, de l'argent aussi pour se transformer eux-mêmes, comment tu peux aider les autres et les transformer? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, quand vous faites des formations, vous apprenez des nouveaux outils, une nouvelle vision des choses, un autre mindset. C'est ce que j'expliquais hier. Bon, pour ceux qui étaient là, la règle des 95% et des 5%, vous vous rappelez ou pas? Pour ceux qui étaient là hier. En gros, il y a 95% de losers et 5% de gagnants, entre guillemets. C'est très binaire ce que je dis, mais c'est à peu près la réalité. En fait, le club des 5%, c'est le club des millionnaires, des sportifs de haut niveau, des chefs d'entreprise, des ministres, des présidents, tout ça. Après, il y en a beaucoup qui les jalousent en disant « ouais, ils ont réussi parce qu'ils ont un héritage, parce que les parents sont riches ». Pas du tout. Il y a des stats qui montrent que les gens qui ont réussi étaient des gens lambda, qui sont issus des parents pauvres et tout ça. C'est juste qu'en fait, ils ont fait un shift dans leur tête, un changement, une bascule. Ils se sont dit « ok, 95% de la population sont comme ça, comment je peux atteindre le club des 5%, entre guillemets, l'élite ». Je sais que François n'aime pas trop ce terme-là. Mais parce qu'en fait, ils ont tout simplement eu un mindset totalement différent en investissant sur eux-mêmes. Ça vous est déjà arrivé de lire un livre, si vous lisez des livres bien sûr, en lisant le livre, en disant « waouh, putain, j'ai découvert un truc de fou ». C'est déjà arrivé? Sur quoi, Jérôme? En ce moment, je lis Shakespeare. Ok. Dans son vocabulaire, je redécouvre des mots de français soutenu que je cherche dans le dictionnaire. Je n'imagine même pas ça exister. Ok. Ça t'a apporté une nouvelle vision de la langue française? C'est ça. Ok, quoi d'autre encore? Il n'y a personne qui lit de livres, qui écoute des podcasts, qui fait des formations, qui... Je t'écoute. C'est juste que le titre m'a échappé, je l'avais publié sur le groupe, c'est Jocko Willink, Jocko Willink, voilà. Leadership. Ça va me revenir pas. Alors en anglais, je crois que c'est Dichotomy of Leadership. Et je l'ai lu en anglais. Comment? Oui, Extreme Ownership. Exactement, c'est ça. Tu lis anglais, toi? Ouais, mais Jocko Willink, je ne le connaissais pas YouTube en fait. Ok. Je regardais ses podcasts. Ouais. C'est un imbécile, quoi. C'est un monstre pour vous. Pour lui, c'est un soldat normal. Ta définition. Tu vois, comme disait François, pour vous, vous voyez un mec du GIGN, élite, machin. Pour lui, c'est un mec lambda qui fait un métier comme les autres. Ok? Ça, c'est bon, ça, on ne va pas rentrer dans le sujet. Moi, par exemple, je vais vous raconter une histoire de pourquoi l'investissement, c'est super important, que ce soit pour acheter des livres, des formations, écouter des podcasts, regarder des vidéos sur YouTube, parce qu'il y a plein de formations gratuites sur YouTube, venir faire des stages, rencontrer des coachs, des élites, ce genre de comme vous voulez. Je prends l'exemple de... Comment il s'appelle? Mike Horn. Ça vous parle, Mike Horn? La base, l'aventurier. J'ai lu son livre, c'est Damien qui m'a recommandé son livre, qui me l'a prêté, c'était L'attitude zéro. Pour ceux qui l'ont lu, il y a une scène qui m'a énormément marqué, qui m'a inspiré, et qui a inspiré des centaines de personnes à travers la France. Vous allez comprendre l'impact d'investir sur soi-même. Donc il me prête son livre, j'ai investi du temps, de l'énergie pour apprendre des nouvelles connaissances en lisant son livre. Et dans son livre, il y a un moment où il dit, voilà, je laisse ma femme sur le bord de la route, je suis avec mon VTT, avec mon sac de 45 kilos, je crois, de mémoire, avec sa machette. Et puis là, devant lui, c'est l'Amazonie. Et là, il dit, il y a 4800 km à traverser tout seul. Et s'il m'arrive un pépin, j'ai juste mon vieux GPS téléphone à enclencher, mais ils vont mettre une semaine pour arriver, je serai déjà mort. Donc, il faut que j'y aille, et puis let's go, quoi. Et il commence à faire 500 mètres dans la jungle, et il se retourne, et en fait, la jungle l'a déjà envahi, en fait. Et là, il s'est dit, putain, c'est chaud. Et je vais traverser ça pendant 3 ou 4 mois, quoi. Et il l'a fait. Et du coup, ça m'a tellement inspiré son livre, parce que dans son livre, il y a plein de choses qui se passent, mais on n'est pas ici pour parler de Mike Horn, mais juste ce passage-là. C'est que je crée le WOD I'm Alone in the Dark. Est-ce que vous le connaissez, ce WOD-là? Oui? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 20 km de marche avec 30 kg sur le dos. Sans musique, j'avais juste mon téléphone au cas où. Et j'ai fait tout seul, comme un glandu, en plein froid, de 22h jusqu'à 6h du matin. Je crois que j'avais marché plus de 6 heures. Et je marchais à 2 km/h. Pour vous dire que j'étais en train de vraiment subir ma race. Et j'étais tout seul. Et en fait, j'ai posté cet entraînement-là sur Internet.
C'était un petit challenge voilà, sur les réseaux. Et je crois, je sais pas, peut-être une centaine de personnes m'ont fait un truc comme ça. De 15 à au-delà de 15 ans. Et ils m'ont dit, waouh, c'est un truc de fou. Et même les mecs du très haut RPIMA que je coachais, ils m'ont dit, waouh, c'est excellent, c'est exactement le genre de choses qu'il faut proposer aux gars parce qu'ils vont faire de la marche. Enfin, toi qui es fusilier, tu as déjà fait des marches de l'infini au-delà, tu vois. Mais si personne ne l'avait proposé, personne ne le faisait en fait. Et du coup, ils arrivent à la formation initiale, les gars, il y a 30 km de marche, 40 kg sur le dos, les mecs ils subissent, psychologiquement, ils ne sont pas prêts. Alors que s'ils avaient fait quelques mois auparavant ou quelques années auparavant, ils disent, ok, j'ai déjà fait un truc comme ça, je pense que j'ai la capacité d'aller jusqu'au bout. Rien que de se penser ça, on dit, déjà ça donne la motivation d'aller jusqu'au bout. Tout ça parce qu'on m'a prêté un livre et que j'ai passé 10 heures à le lire. Vous voyez l'impact ou pas d'un investissement de temps, d'énergie, pas forcément d'argent parce qu'on me l'avait prêté. Et j'ai des exemples comme ça à la clé. Donc, il se peut, quand vous allez intégrer vos régiments, vos unités, vos brigades, etc., que vous allez peut-être diriger des gars. Ok ? Donc, à vous d'investir du temps, de l'énergie et de l'argent pour être le meilleur. Pas forcément en termes de performance, mais en termes de connaissances pour les aider à avoir des outils. Ok ? Parce que ce qui différencie d'un mauvais leader d'un bon, on va dire, ou d'un bon chef d'équipe d'un mauvais, c'est la compréhension des autres. Il faut être capable de comprendre le langage de communication qui est en face de vous. Est-ce que la personne elle est auditive? Est-ce qu'elle est kiné? Est-ce qu'elle est visuelle? Il y a tout ça qui rentre en compte. Donc du coup, il faudrait étudier par exemple la PNL, programme neurolinguistique, pour ceux qui connaissent. Pour les systèmes d'ancrage et tout ça, comme on en parlait hier quand on était tous ensemble. Il y a par exemple aussi l'énéagramme, le système des profils. Est-ce que la personne avec qui j'ai en face, est-ce que c'est un guerrier? Est-ce que c'est un médiateur? Est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, d'accumuler du savoir? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'empathie? Ok? Parce que selon la personne que vous rencontrez, vous allez devoir employer un autre système de communication. Parce que quand on s'embrouille avec quelqu'un, c'est toujours la faute des autres. Ah, lui, c'est un con, il me pose toujours des problèmes et tout. Mais non, en fait, c'est toi le con, parce que tu n'as pas lu le livre, tu n'as pas fait la formation qui fait que tu ne comprends pas son langage et donc du coup, tu es tout le temps en conflit avec lui. Oui, je t'écoute, Tristan. Tu viens de me redonner le titre, c'est responsabilité absolue. Ok, oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu viens de dire en fait. Oui. Si la mission elle a raté, c'est pas parce que mes gars ils l'ont mal fait, c'est que j'aurais pas donné les bonnes clés pour qu'ils le fassent bien. Exactement. Jocko Willink, il le dit, oui, dans le TEDx. TEDx, vous connaissez ou pas? TEDx qui est un truc où il faut venir des intervenants de très haut niveau et pendant 20 minutes, ils expliquent un sujet spécifique avec un langage très simple pour que tout le monde comprenne. Et il raconte cette histoire où il est en Afghan, ou je ne sais plus dans quel pays, ou en Irak, et qu'en fait, il y a une intercade avec, un conflit avec d'autres mecs en face, ils se tirent dessus, et en fait, ils étaient en train de s'entretuer, les mecs. Ils se sont pas rendus compte que les soldats en face étaient leurs gars, en fait. Et malheureusement, ils ont tué 2 Irakiens qui étaient alliés avec eux. Et donc, du coup, Jocko Willink, qui était le chef de l'unité, a été convoqué. Et au lieu de dire « Oui, mais c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a mal lu la topographie, c'est lui qui a machin dans la radio, on ne comprenait pas ce qu'il disait, c'est sa faute et tout », il a dit « Non, c'est entièrement ma faute, j'assume ». Il faut vraiment avoir des couilles d'acier pour faire ça. De se dire « Putain, les 2 Irakiens qui sont morts, en fait, c'est uniquement de ma faute et pas ceux des gars. » Ok ? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Pour ceux qui connaissent, hein, les mecs au-dessus ont dit écoute, vu que tu assumes entièrement la responsabilité, en fait, tu es un mec de confiance. Et les soldats qui étaient sous son commandement, ils ont accordé encore plus de crédit à ce mec-là. Parce que le mec ne s'est pas défilé face aux problèmes et face aux conséquences qui ont très graves, où ils ont perdu 2 soldats alliés en plus dans le conflit. Donc quand on est leader aussi, il faut être capable de prendre la responsabilité des gens qu'on entoure et de ne pas rejeter la faute à l'autre. Ça, c'est les losers qui font ça. Okay ? Dans un couple, c'est pareil. Quand vous avez une copine, une femme, ou peu importe, ou un gars, hein, si vous êtes, si vous êtes pro-LGBT, hein, moi, par exemple, quand j'ai des conflits avec ma femme, au début, c'est toujours « Putain, elle est relou, c'est sa faute ». Et après, je sors de la situation, mentalement et physiquement, je coupe court, je dis attends, il faut que je m'éloigne du truc parce que sinon ça va partir en escalade.
Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai dit qui a déclenché sa colère, sa frustration, sa peur ou son énervement? Je dis, OK, j'ai dit ce mot-là dans telle situation, et je sais qu'à chaque fois que je dis ça, en fait, elle monte dans les tours et elle explose et ça part en conflit. Donc, c'est entièrement de ma faute. Vous voyez le raisonnement? Mais la plupart des gens lambda, donc les 95%, quand il y a un conflit, c'est « putain, quel con ». C'est tout, ça s'arrête là. Mais il faut aller beaucoup plus loin de ça, que ça en termes de raisonnement et de mécanisme de la pensée. Et ça, bien sûr, il faut investir en soi pour comprendre comment les autres personnes fonctionnent. Donc vous voyez, quand on lit des livres, quand on écoute des podcasts, quand on suit des formations, des stages, quand on rencontre des gens qui ont un niveau assez élevé de connaissances ou dans d'autres choses, mais ça nous permet de nous élever dans un autre niveau de compréhension des choses autour de soi. Ça vous paraît logique ce que je vous dis là, les gars? Est-ce que vous avez des questions sur cette première clé? Ou est-ce que vous avez des exemples, je sais pas, de formations que vous avez lues, de livres que vous avez lus qui vous ont inspiré, qui vous ont révolutionné, qui vous ont impacté et qui ont impacté aussi votre entourage? Moi, j'ai lu Confessions d'un Ops, d'Aton. Oui, Ça m'a impacté moi personnellement. d'accord. J'avais déjà le projet depuis déjà plusieurs mois, Mhm. mais le fait de lire, ça m'a encore plus boosté. Et j'avais des petits problèmes un peu familiaux. Ouais, Et à ce moment-là, j'ai tout pris pour moi aussi. Et ça a marché. Enfin, en tout cas, moi, je me suis senti mieux après. son livre, il t'a beaucoup inspiré. Ouais. Ouais. En fait, j'ai compris qu'il fallait que je prenne mes responsabilités, surtout. Mais même si c'était pas que de ma faute, Mm. j'ai pris moi ce que j'avais fait et voilà. Ok. Donc, ça m'a aidé. Qui c'est qui a lu le livre Confessions d'un Ops de Aton? Putain, ok, super. Vous en avez pensé quoi, les gars? Un livre de motivation. Ça booste, hein? Ouais. C'est tellement impressionnant que des fois on se demande si. Enfin, par exemple, moi à chaque fois je pense à l'anecdote quand il était à l'école de gendarmerie et que pour s'entraîner à la peur du vide, il a monté en haut de l'école, je crois que c'était à Tulle qu'il était. Ouais, un truc comme ça. Il montait tout en haut et. Chaumont, il me semble. C'était à Chaumont. Chaumont, ouais. Alors, il s'est baladé de nuit sur le toit de l'école et je m'imagine faire ça, je me dis, faire ça en école de gendarmerie, tu fais ça, tu te fais virer, mais ces jours d'arrêt, tu dégages terminé, bonsoir. C'est impressionnant. Si c'est vrai, c'est phénoménal ce qu'il a fait. Après, je pense que c'est une appréhension des choses aussi. Une certaine manière d'appréhender les choses. Par exemple, même tout à l'heure, quand on a fait l'exercice, je pense, avec le chien, Oui. on a tous appréhendé d'une certaine manière. Et c'est peut-être pour ça qu'on a fini jusqu'au bout. Ouais. Et là, il mettait sa carrière en jeu, en fait. Après, c'est pour son futur. Après, voilà, et mettez sa carrière en jeu pour passer à un autre niveau, quoi. Parce que quand tu veux aller dans ce genre d'unité-là, il faut toujours prendre des risques, en fait. Attends, pourquoi je reçois un appel? Désolé. Hein. Oui. Oui. Ma femme. La loi d'attraction, quand on parle d'elle, elle arrive toujours. Et en plus, au bon moment, quoi. Et là, si j'envoie pas le message qu'elle me demande, c'est divorce. C'est bon. Problème résolu. Le code Netflix, c'est important. Donc, vous l'avez compris, investir sur soi est extrêmement important. Je sais que des fois, quand je parle d'argent, ça peut faire peur à certaines personnes, mais sachez que l'argent, c'est juste de la matière. C'est juste un putain de bout de papier. Et encore, maintenant, c'est dématérialisé. C'est juste des chiffres 1, 0 sur un ordinateur. Ok ? Quand on débite sa carte pour acheter un truc et tout, c'est sueur froide et tout. Putain, je suis en PLS. Mais il n'y a pas de mort d'homme, les gars. C'est virtuel, en fait. Ok ? Pensez surtout à la valeur de l'investissement que vous allez avoir en retour et de l'impact que vous allez avoir autour de vous après. Ok ? C'est super important. Voilà pour la première clé. Deuxième clé. Elle est sympa, celle-là. Hop, voilà. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies au quotidien.
Oui, Robin. Tu es. Après, si tu veux tuer, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Là, tu es plus un psychopathe qu'un leader. Là. Tu sais, je forme les futurs tueurs. Alors, comment trucider un mec, comment l'égorger. Tuer la moyenne des 5 personnes que tu côtoies au quotidien. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important pour un leader de comprendre sa moyenne. Ah oui, avant de repartir sur la deuxième clé, par rapport au livre, est-ce que vous savez la moyenne qu'un millionnaire lit de livres par an? Une dizaine, Non, 40. un peu moins. Combien Bubble, te rappelles ou pas? La moyenne les millionnaires, tu sais, quand ils lisent des livres par année. Tu te rappelles de cette stat ou pas? Hein? Non, le nombre de livres qu'ils lisent dans l'année, par an. Oui, c'est ça, ouais, un truc comme ça. Ouais. Ils lisent entre 50 et 60 livres par an. Ok? Alors c'est intéressant parce que Tristan, il a fait une blague en disant ils ont que ça à faire. Et Non, c'est... je rigole parce que ça fait partie du travail justement de devenir meilleur et c'est comme ça qu'ils sont devenus millionnaires. Exactement. En fait, une personne, par exemple, voilà, c'est un peu le côté entrepreneur qui parle là. Mais bon, c'est intéressant. En fait, les millionnaires, c'est le côté un peu péjoratif qu'on voit d'eux. Par exemple, c'est des branleurs qui foutent rien et tout. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que par exemple, une personne qui est millionnaire ou qui est milliardaire, pourquoi elle est riche? Si on se pose bien la question, c'est parce qu'en fait, elle apporte beaucoup de valeur aux personnes, du service ou du produit qu'elle crée. Steve Jobs, qui est milliardaire à 25 ans, pourquoi il était milliardaire? Parce qu'il a créé un service, l'Apple Care, enfin bref, tous les trucs comme ça, l'iPhone, l'iPod et tout ça, qui a été tellement révolutionnaire, tellement simple que waouh, tout le monde le voulait, quoi. Ok? Amazon, pareil, hein, le système de vente des livres par Internet, ça n'existait pas. Et quand il a mis le truc en place, le mec, c'est quoi, Jeff Bezos, c'est ça? C'est ça. Quand il a commencé dans son garage, comme Karmafit. Hein? Eh bien, il avait embauché un ingénieur pour qu'à chaque fois qu'il y ait une commande, il y a une ampoule rouge qui s'allume avec un bip, comme ça, pour la commande. Ok, Jean-Mich, il a commandé, machin, ok, on va lui livrer. Sauf que quand ça a explosé, c'était bip, non-stop, pendant des heures. Le truc a dit, c'est pas possible, il faut qu'on évolue, quoi. Ok? Parce qu'il a répondu à un besoin et à un service. Et en fait, plus vous allez enfin bon, c'est le côté entrepreneur, hein, mais plus vous apportez de valeur et de service à autrui, et plus vous vous enrichissez, entre guillemets, matériellement. Ça, c'est le côté entrepreneur. Mais le truc, c'est que Jocko Willink et d'autres, Aton ou même François, avec qui je discute régulièrement, hein, parce qu'il a dormi à la maison pendant une semaine, quelques mois auparavant qu'on fasse le stage Immersion pour vous, il lit énormément de livres. Hier, on est rentré, il était minuit, à 1h du matin, il m'a sorti 4-5 livres. Il m'a dit, regarde ça, 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 ça. J'ai bugué, je dis, mais c'est quoi ces livres? Je ne les ai jamais lus, quoi. Et il fait partie du GIGN. Donc on pourrait dire, hein, c'est adieu fruitos, c'est bon, on y va, c'était l'eau, on défonce la porte, on tue le mec, on libère l'otage, même si à la base c'est s'engager pour la vie, c'est-à-dire protéger la vie, même des méchants, entre guillemets. Mais il lit beaucoup de livres. Mais quand je vous dis beaucoup, vous serez choqués. Hein. Les 50-60, je crois qu'on est au-delà de ça. Comment il s'appelle le patron de Microsoft, Bill Gates. Il y a un reportage sur lui sur Netflix, vous l'avez vu ou pas? Bon, c'est pas hyper sexy, hein, de regarder Bill Gates avec ses grosses lunettes. En plus, il parle de merde et de chiottes. Tu l'as vu? C'est pas hyper sexy, mais c'est vachement intéressant. Et en fait, on le voit avec sa secrétaire. Et sa secrétaire, en fait, lui prépare les livres qu'il va lire de la journée. Parce qu'en fait, il a une vitesse de lecture hors du commun. Je crois qu'il lit à peu près 100 pages de l'heure, un truc comme ça. C'est énorme. Le mec, c'est une machine. Et en plus, il a une mémoire photographique. C'est-à-dire qu'il est capable de visualiser, de mémoriser tout ce qu'il voit en une seule lecture. Il est milliardaire. Parce qu'il lit énormément de choses vraiment très très différentes pour se cultiver et comprendre comment tout fonctionne autour de lui. Okay? Donc la lecture de livres, c'est vraiment très très important. Alors ça peut être lire un livre, écouter un livre audio, maintenant il y a des livres audio qui existent, des podcasts, des séminaires, des webinaires sur YouTube, c'est gratuit aussi. Vous n'êtes pas forcément obligé de lâcher entre guillemets de l'argent. Si vous êtes attaché à l'argent,
pour vous cultiver et accéder à un autre niveau de connaissance. Ok? Une autre vibration, comme dirait François, vibration cosmique. Deuxième clé, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies au quotidien. Donc, je vous donne un exemple. Orelsan, tout le monde connaît Orelsan. Côtoie des pouilleux, tu auras des poux, côtoie des millionnaires, tu seras millionnaire. C'est ça, je crois, sa phrase, c'est sa musique. Vous la connaissez ou pas, celle-là? Non? En fait, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. On prend l'exemple, je prends un exemple bateau. Hein. On prend des mecs de cité. Tu prends un mec de cité, on va l'appeler A. Voilà. Si on fait A, B, C, D, E jusqu'à 5, c'est quoi la moyenne des 5 mecs qu'il y a au quotidien de lui, avec lui? Comment ils sont habillés? Comment ils parlent? Quel niveau de connaissance? Quel revenu moyen ils ont par mois? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Quelles sont les 5 personnes que vous côtoyez quotidiennement? C'est intéressant ça. Oui, Tristan, je t'écoute. Tu peux compter dans quelqu'un que tu côtoies, que tu ne vois pas en vrai, Oui. mais à qui tu parles régulièrement, tu l'as au téléphone. Oui. Côtoyer, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un de vivant. C'est intéressant ça. Ça veut dire que si tu cherches quelqu'un qui t'inspire dans ta vie, un grand leader, quelqu'un de spirituel, comme par exemple, on va rentrer un peu dans le côté religieux, mais par exemple, je sais pas, la Bible, Jésus-Christ, des trucs comme ça, la Torah pour les Juifs, ou comment c'est le truc pour les musulmans, comment ça s'appelle déjà? Le Coran. Ben, les mecs ils sont morts depuis des milliers d'années. Hein. Mais par contre, ça inspire les gens quand on lit ce genre d'ouvrage très spirituel. Et c'est côtoyer quelqu'un en fait, parce que c'est un objet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez, comme Jocko Willink, vous ne le connaissez pas personnellement, mais par contre ça vous inspire, et vous le côtoyez quotidiennement si vous écoutez ses podcasts, si vous lisez ses livres, et si vous regardez ses vidéos sur YouTube. D'accord? Donc ça c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, moi j'aimerais rencontrer François, par exemple du GIGN, ça a été le rêve de beaucoup d'entre vous, mais là vous l'avez réalisé, donc c'est super. Mais par exemple si ce n'est pas l'occasion, si vous n'avez pas l'occasion de le rencontrer, Aton pareil, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder les vidéos Racine et des ailes, le reportage, vous allez lire le livre d'Aton, Confession d'un Ops, Féral. Vous voyez ce que je veux dire? Vous côtoyez ces gens-là indirectement. Et donc si vous côtoyez que des gars de ce niveau-là, ou d'autres, hein, et bien forcément vous allez élever votre niveau. Okay? Moi je parle pour mon exemple perso, au niveau entrepreneurial. Ma femme est entrepreneur, mes oncles sont entrepreneurs, mon frère va devenir entrepreneur. En fait, on est tous en mode entrepreneur actuellement. Donc, je suis la moyenne des 5 personnes que je côtoie quotidiennement. Donc, si, entre guillemets, vous voulez rentrer dans des unités d'élite, FS ou autres, il faut côtoyer quotidiennement ce genre d'unités ou de personnes. Pas forcément être dans le régiment avec eux, pas forcément être en contact téléphonique avec eux ou par mail ou quoi que ce soit, mais simplement d'écouter un podcast, lire un livre, regarder des films, des reportages, c'est côtoyer ce genre de personnes. Et donc, du coup, on élève sa moyenne. Ça vous paraît logique, c'est bon? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous connaissez cette moyenne-là ou pas? Ça vous parle pas? Donc là, maintenant, je vous laisse 1 minute d'introspection, réfléchissez un peu autour de vous, physiquement ou pas physiquement, la moyenne des gens qui vous entourent. Votre famille, copines, enfants, cousins, ce que vous regardez à la télévision, sur Netflix, les jeux vidéo, les livres, les podcasts, les voisins, le travail aussi, parce que vous voyez des gens régulièrement. Maintenant que vous avez visualisé, est-ce que vous pensez, maintenant que vous connaissez cette deuxième clé, parce que je vous en donne d'autres encore, hein, est-ce que vous pensez que vous êtes capable maintenant d'élever cette moyenne? Ouais? Comment, par exemple, Anthony? Comment tu pourrais élever cette moyenne maintenant? Non, je regarde Anthony derrière. C'est juste qu'il ne répond pas, il réfléchit. Tristan. Éliminer les personnes toxiques à qui je ne veux pas ressembler, dont je ne veux pas que ces personnes-là fassent partie de ma moyenne.
Oui. Excellent, excellent. En fait, ben ouais, c'est bien, super. J'ai embrayé dessus. Les personnes toxiques, est-ce que vous en avez autour de vous? Levez la main. Sans dire que c'est les parents ou quoi que ce soit. Juste levez la main. Ok. Vous avez tous des personnes toxiques autour de vous. C'est vous qui l'avez choisi, les gars. C'est vous qui les avez laissés rentrer dans votre cercle d'intimité. Je t'écoute. Moi, tu vois, j'en ai eu. En fait, j'ai levé la main, mais j'en ai eu. En fait, Oui, tu as fait le tri. Ok. J'en ai eu aussi. On a tous eu des relations toxiques, hein, que ce soit la copine, les parents, les machins et tout ça. Maintenant, vous êtes adulte. Vous êtes autonome. Vous dépendez plus de personne. Vous êtes responsable, entre guillemets, de votre destin. Ok? Donc, si vous avez des personnes toxiques, mettez-leur un coup de pied au cul qui dégage, quoi. Non, mais sérieux, hein, coupez les liens. Même si ça peut être douloureux. Parce que les personnes toxiques, en général, elles jouent beaucoup sur l'affective. Ah, me quitte pas, machin, mais qu'est-ce que je vais faire sans toi? Non, t'es de la famille, t'es mon frère. C'est bon, on s'en bat les steaks. On n'a pas le temps pour ça. J'ai autre chose à réaliser. T'es un boulet pour moi, tu me draines de l'énergie. C'est vrai ou pas? Et les personnes toxiques, moi, ça me fait péter les plombs. Ça te draine de l'énergie. Ils te prennent du temps. Et le temps ne revient pas. L'argent peut revenir. C'est pas un problème. Tu travailles un peu plus, tu fais un autre job, tu acquiers une nouvelle compétence, on paye plus. C'est pas un souci, l'argent. Ça revient, ça part, on s'en fout. Par contre, le temps, une fois qu'il part, c'est parti, ça ne revient plus. Et la denrée la plus précieuse sur Terre, c'est le temps. Si un jour vous avez, là, parce que j'ai pas trop le temps, entre guillemets, de rentrer dans le concept de ce truc-là, moi je l'ai compris il y a quelques mois de ça, pour X raisons, j'ai compris que mon temps était extrêmement précieux. Donc quand on vient m'emmerder sur Instagram ou sur Facebook, ou quand on m'appelle, ou quand on envoie un message pour des trucs de naze, ça me fait péter les plombs, parce que je dis putain, il est en train de me prendre du temps pour rien. Même si j'aime passer du temps en visioconférence avec certains, parce que je sais que voilà, j'ai eu Théo, j'ai d'autres personnes en visioconférence, j'ai passé un super moment, mais il y a des personnes qui sont toxiques, qui me saoulent, qui m'envoient tout le temps des messages qui ne servent à rien. Je coupe court, je bloque direct, je ne me prends pas la tête. Que ce soit numérique ou en présentiel. Même dans ma famille. J'ai une maison qui est entrepreneur et qui fait des chiffres d'affaires en millions et tout ça. C'est un leader comme moi, mais lui dans la version extrême, parce qu'il y a plusieurs niveaux de leader, comme il y a plusieurs niveaux de guerrier, et ainsi de suite. Voilà, parce qu'on n'est pas forcément, enfin il y a plein de niveaux. Mais il me saoule, quand il m'appelle, je ne réponds plus. Parce qu'il me prend la tête et ça ne sert à rien de discuter avec lui. Ça me fait perdre 1 heure de mon temps. Et 1 heure de mon temps, je me dis, c'est 1 heure où je peux aider notre personne à lui répondre à des questions vraiment très très importantes pour elle, pour l'aider dans sa carrière. Je ne sais pas, de prise de décision pour aller dans un RPIMA ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes, entre guillemets, un peu comme des salariés, même si je sais que des fois, quand j'emploie ce mot-là, ça fait grincer des dents. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, ok, ma journée c'est 9h, 17h, machin, ou 8h, 20h, et une fois que j'ai fait ça. Le truc, c'est que quand vous rentrez du taf, il y a toujours des gens qui vont vous saouler pour X raisons. Vous n'avez pas le temps, les gars. Vous avez des livres à lire, vous avez des formations à faire, des podcasts à écouter, des gens à rencontrer, des entraînements à faire. Qu'est-ce que vous avez, tu vois? Si tu as la copine qui te saoule, qui te vampirise ton temps pour des conneries, elle dégage. Ok? Moi, je suis très binaire, je l'avais dit, les gars. Moi, c'est comme ça, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris avec moi. Ok? Comme Michael Jackson. Parce que ces personnes-là qui vous vampirisent votre temps et votre énergie ne vous rendra pas votre temps perdu. Le jour où vous arrivez à comprendre cette notion de temps perdu, vous aurez compris énormément de choses dans le mécanisme de votre vie, pour votre carrière et ainsi de suite. Ça fait sens ce que je dis là? Ouais. Une question, comment on fait pour se débarrasser des gens toxiques? Comment? Exactement. Prendre ses responsabilités de leader. Je prends une décision, je l'affirme. Je dis clairement la chose à la personne, que ça lui plaise ou non, c'est ma décision à moi. Ça me concerne, c'est ma responsabilité. Après, qu'elle le prenne bien ou mal, c'est son problème à elle maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Un leader, des fois, il doit prendre des décisions contre-cœur, comme ça. Putain, j'ai pas envie de couper les liens parce que ça va faire telle conséquence, on va me regarder mal, machin. Non, on s'en fout, on n'a pas le temps pour ça. Je coupe, basta. Tu crois que Joko Willings, il a le temps avec les gens qui lui pompent l'air? Il n'a pas le temps, le mec. Il fait des podcasts, il y a 200, 300 000, je sais pas, des fois des millions de personnes qui écoutent, je crois, un truc comme ça, ces podcasts.
Tu crois que le mec, il a le temps de genre, «Eh, vas-y, Joko, machin». Non, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu m'apportes et quoi? Et toi, qu'est-ce que je peux t'apporter? Rien. Tu peux me plaire. Tu dégages. Pas le temps pour ça. Moi, j'ai fait le tri dans ma vie. Tac, 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 ça dégage. Je vais vous raconter une histoire. J'aime bien raconter des petites histoires. J'avais un ami à moi qui s'appelait Fabien, que Bubble connaît. Et en fait, j'étais un peu le savior, c'est-à-dire le sauveur. Je voulais absolument l'aider, le transformer, le machin et tout. Et en fait, il me faisait perdre mon temps. Et du jour au lendemain, je lui dis, écoute Fabien, c'est pas la peine, je peux rien faire pour toi, j'ai beau t'aider, machin, tu veux pas évoluer. Voilà, c'est pas la peine quoi. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a eu plein de choses que je pourrais raconter pendant des heures, mais c'est marrant. Mais du coup, ça me tenait à cœur de vouloir l'aider, mais je voyais qu'il voulait pas changer. Je dis, allez, on va pas perdre de temps. Tant pis, c'est un ami de longue date, hein. Je le connaissais depuis 20 ans. On a fait des soirs ensemble, on est partis au resto, on a fait des 1000 coups. Et ça m'a fendu le cœur de briser cette relation-là, de la couper. Mais je me dis, ce mec-là, il m'apporte rien, je peux rien lui apporter, c'est pas donnant-donnant, c'est pas la peine. Et mes potes, ils ont été choqués. Ils m'ont dit, mec, à ton mariage, tu l'as pas invité. À ton mariage, tu l'as pas invité, ça fait 20 ans qu'on le connaît, qu'on fait des soirs ensemble, à ton mariage, tu l'as pas invité. Je dis, écoute, maintenant j'ai pris ma décision, basta, c'est fini. C'est un ami de plus de 20 ans. Ok? Je pourrais vous donner d'autres exemples comme ça. Que ce soit la famille ou les amis, il y a un moment, plus de pitié. Parce que le temps, c'est précieux. Troisième clé. Un leader a une vision forte qui sort de l'ordinaire. Ah, ça s'appelait Robin, ça il écrit, ça y est là. Tout à l'heure il écrivait pas, là maintenant ça le plus. Si, t'as écrit? Ok, d'accord. Bon, t'écris vite alors. Un leader a une vision forte qui sort de l'ordinaire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voyez petit, ben vous n'avancerez pas. Moi, à l'époque, je voyais petit. Petit garage, petite équipe, petit coaching, petit matériel, petit service. Et un jour, j'ai lu des livres, je lis plein de livres, que ce soit du marketing, soit du développement personnel, de grands leaders. Voilà, j'ai lu des milliards de livres. Et à un moment, cette phrase-là, le mec il disait un leader doit avoir une vision hors du commun. Il faut être démesuré, à la hauteur de ses ambitions. Ok ? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on dit « Ah, je veux juste être un simple RPIMA, je veux juste être un simple fusilier marin, je veux juste être un simple gendarme », eh bien en fait, vous faites des croyances limitantes. Vous vous bloquez mentalement. Mais après, quand vous voulez rentrer dans des unités d'élite, comme au début vous êtes dit « Moi, je veux juste être un simple maître chien, je veux juste être un simple fusilier, je veux être un simple, je sais pas, gendarme. » Et en fait, quand tu veux passer au step supérieur, mais comme tu t'es mis ces programmes-là, parce qu'en fait, votre cerveau est un ordinateur, c'est vous qui le programmez chaque jour, hein, en contact des 5 personnes que vous rencontrez quotidiennement, et bien vous vous mettez des croyances limitantes, petit à petit, de mois en mois, d'année en année. Tu sais, les parents, quand tu es petit, te disent « Putain, franchement, t'es nul à chier en maths. » Du coup, c'est une croyance limitante, c'est une croyance apprise, et donc du coup, tu te dis « Putain, je suis nul en maths en fait. » Alors que pas du tout, parce que ça a été prouvé scientifiquement, quand on apprend les maths à des enfants avec une bonne pédagogie, en fait, tous les enfants sont très forts en maths, tous, sans exception. Et encore plus les autistes, pour certains autistes. Donc, ça a été prouvé scientifiquement, en fait, le cerveau a ce qu'on appelle une neuroplasticité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le modifier comme on veut. Par exemple, dans la méditation, ça a été prouvé quand une personne médite pendant tant de nombre d'heures, la zone gauche du cerveau s'active plus que la zone droite. Et je vous laisserai regarder sur Internet ce qu'il y a sur la zone gauche par rapport à la zone droite. Okay ? Ça s'appelle la neuroplasticité. Et après, il y a aussi l'épigénétique. Ah, je vous perds là. Je parle de neuroplasticité, d'épigénétique. Ça vous parle un peu de ça? C'est pas l'épi de maïs. Hein. Non, mais le passé sportif. C'est presque ça.
En fait, l'épigénétique, c'est votre génétique qui réagit à votre environnement. Donc, l'air que vous respirez, la nourriture que vous mangez, les gens que vous rencontrez, votre situation professionnelle, votre situation amoureuse, votre situation émotionnelle. Et en fait, vos gènes s'activent ou se désactivent en fonction de ce que vous rencontrez autour de vous. Donc, vous pouvez débloquer votre potentiel physique, mental, juste avec ce qu'il y a autour de vous, en fait. Et aussi, votre façon de penser. Ça va très loin, en fait. Hein. Parce qu'on pense on dit, ouais, moi, je suis un loser, je sais pas, j'ai le vertige, j'ai peur des chiens, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est des croyances qu'on a apprises par rapport à nos expériences passées. Mais tout ça, en fait, on peut le faire sauter. Il y a des techniques pour ça. OK ? Donc, ne pensez pas petit. Petite maison, petite copine, oh, petit chien, tranquille, petit jardin. C'est naze. C'est hyper naze. Rêvez grand, les gars. Vous avez un potentiel illimité. Vous avez un potentiel illimité. Sky is the limit, comme dit je ne sais plus qui là. Je vais vous prendre un exemple, vous allez comprendre pourquoi ça va très loin. Elon Musk. Tout le monde connaît Elon Musk ou pas? Ok, je vous fais un récapitulatif. SpaceX, le mec il envoie des missiles dans l'espace. Tesla, il fabrique des voitures électriques de haut de gamme. Ok, il travaille aussi avec trucs solar énergie, je sais pas quoi, des trucs de toiture, enfin bref, trucs solaires. Quand il a lancé des fusées dans l'espace, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Tout le monde, de A à Z. Tout le monde. Le mec, c'est Elon Musk, il est juste milliardaire. Hein. C'est juste le mec qui a créé PayPal, quoi, la base. Mais le mec, en fait, sa vision était tellement puissante, tellement ancrée, que le mec, il a dit, je m'en bats les couilles, je veux aller sur Mars. Qu'est-ce qu'il y a? Coup de trapèze. Et le mec dit, ouais, t'es malade. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'envoyer des fusées sur Mars maintenant. Il est en train de préparer des spatioports et tout. On se croirait en 2200 et en fait, on est en 2020 les gars. Le mec il est en train de fabriquer des spatioports à côté de la Lune pour réceptionner les fusées pour les envoyer sur Mars. C'est juste de la dinguerie intergalactique là. Ça tombe bien, c'est dans le contexte. Ok? Mais à la base, tout le monde s'est foutu de sa gueule parce que son projet était démesuré, parce que c'est le seul être humain sur Terre à réaliser tout ce qu'il pense, à des niveaux intergalactiques. Mais à la base, tout le monde se fout de sa gueule. On va revenir à un truc un peu plus humain, à votre niveau à vous, quand vous annoncez à votre famille, à vos copines, ouais, je vais aller au GIGN, je vais aller aux premières PMA, Commando Marine, CPA. Est-ce qu'on se fout de votre gueule autour de vous? Certains. Antoine? Ça arrive? Des collègues à toi dans l'armée ou dans ta famille ou Cercle proche, non, justement, parce que les personnes comme ça, je les écoute pas, je les évite. Ok. Et clairement, je m'en fous. Je fais pas ça pour eux, je fais ça pour moi. Donc, Exactement. ils verront bien. Exactement. Votre vision doit être ancrée en vous. Elle doit être tellement profonde que rien ne peut vous empêcher de le réussir. Rien. Pas même la copine, pas même les parents, rien. Même le président, il ne peut rien faire contre vous, les gars. Vous êtes trop puissants. Elon Musk, en fait, il est tellement puissant que quand il y a eu le Covid, donc sa fabrique je sais pas, à Los Angeles ou au Nevada, le gouverneur, il a dit, oh, on ferme l'usine. Il a dit, je m'en bats les steaks. Moi, l'usine, je la réouvre, quoi qu'il advienne. Il a tellement de puissance, en fait, qu'il a réussi à réouvrir l'usine au bout d'une semaine, alors que toutes les autres usines étaient fermées. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, quand même. Il a dit, je m'en bats les steaks, je le fais. C'est quand même le premier mec, je sais pas, là, vous allez comprendre la puissance du truc, hein. C'est quand même le premier mec à envoyer une fusée dans l'espace alors que c'est une entreprise privée. C'est-à-dire que la NASA et les trucs européens et tout, c'est les États qui financent. Donc ça veut dire qu'en fait, l'argent est illimité. Le potentiel est illimité. Parce qu'ils recrutent les meilleurs ingénieurs au niveau européen et au niveau américain, tout ça. Elon Musk, si je vous raconte comment il a lancé sa première fusée, vous allez vous éclater de rire. Si je vous dis le truc, vous allez dire, tu te fous de ma gueule, coach. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, il a commencé comme petit à lancer des fusées, c'était son truc, ouais, je rêverais de lancer une fusée dans l'espace. Et en fait, il était dans son avion, dans son jet privé, pour aller chez Tesla. Oui, parce que le mec, voilà, il ne dépasse pas en voiture, il prend son jet. Et en fait, il était en train de lire des livres. Il se lève de son siège, il va voir ses collègues.
et il dit voilà, on va lancer des fusées sur Mars. Les mecs, ils disent mais il est perché, c'est encore une lubie de milliardaire et tout, tu vois. Et vous savez comment il a commencé? En lisant des livres d'astrophysique russes, achetés sur Amazon. 10 ans plus tard, il envoie sa première fusée d'entreprise privée dans l'espace. Et la NASA signe un contrat avec lui en disant « Ouais, franchement, respect, on signe avec toi. » Alors que la NASA, 10 ans auparavant, il dit « T'es une grosse merde, on ne veut pas de toi. » Donc, en fait, je ne vais pas épiloguer dessus parce que je pourrais vous en parler pendant des heures sur Elon Musk, sur… il y a qui que j'ai noté encore? Obama aussi, Steve Jobs, le grand classique, ou Sarkozy aussi, pour côté français, mais on ne peut pas rentrer là-dedans. Votre vision doit être hyper puissante, les gars. Vous devez croire en vous, votre potentiel est limité. Elon Musk l'a prouvé. Le mec, il sort de nulle part, le mec, il fait ce qu'il veut, en fait. Parce qu'il a compris en fait, que son cerveau était tellement puissant que, pas au côté intelligent de la chose, ok, de sa vision créatrice. Tout ce que vous visualisez, vous pouvez le créer, les gars. Tout ce que vous visualisez, vous pouvez le créer. Vous pouvez le noter, ça. Tout ce que vous visualisez, vous pouvez le créer dans le monde réel et matériel. Tout ce que vous visualisez, vous pouvez le créer dans le monde matériel. Je vais vous donner un exemple. Ça va vous parler. Quand j'ai lancé mon coaching, à l'époque, c'était pas KarmaFit, c'était VGFit. Parce que j'étais végétarien à l'époque. Donc j'étais avec ma femme qui s'appelle Mélanie, on n'était pas encore mariés. Et elle avait un garage de 10 mètres carrés, Bubble, il connaît. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien, c'était un garage, juste pour rentrer ta voiture. Ok ? Et quand j'ai vu ce garage-là, j'ai fait « Waouh, c'est un truc de fou, je vais pouvoir coacher dedans. » J'avais la banane comme ça, mais c'était un truc de fou, j'étais comme un gamin. Personne sur Terre se dit « Putain, il y a un garage, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, rien, tu vas coacher dedans. » Les gens, quand ils vont avoir froid, ils vont se « C'est quoi ce truc, je ne peux pas me changer ou je vais pisser et tout. » Mais résultat des courses, j'ai coaché énormément de monde dans ce petit garage. Ok ? Les filles, quand elles voulaient pisser, parce que les filles, elles ont tout le temps envie de pisser, elles ont une petite vessie, ben, je disais, ben, tu vois les buissons, elles pisser derrière. Et c'était comme ça, et après, elles repartaient s'entraîner. Jamais de la vie, ça, enfin, je vous dis ça, je vous dis, mais jamais de la vie, tu peux réussir. Regardez 5 ans après où on en est. Dans un hangar de 200 mètres carrés avec un membre du GIGN. Ça vous parle ou pas là? Ma vision créatrice est tellement puissante que rien ne peut m'arrêter. Ni le manque d'argent, ni le manque de connaissances, ni le manque de moyens, parce que je sais qu'au final, je vais réaliser ce que j'entreprends. Quand j'ai ouvert mon garage, je me rappelle encore, j'ai ouvert le truc, c'était un débarras, il y avait des matelas pourris, des araignées, j'ai tout enlevé. Et là, je vous jure, c'est vrai, hein, je suis resté devant le garage et j'ai tout visualisé. Le tableau blanc là, le rack, les barres d'haltéro, ok. Les gens, quand ils arrivent, vont arriver là, machin, nanana, on va s'entraîner sur le parking, on va courir autour, machin. J'avais tout visualisé et ça s'est passé exactement comme je l'ai visualisé, au détail près, à l'odeur près, au toucher près, à l'ambiance près. Mon beau-père, donc le père de ma femme, quand Mélanie lui a raconté que je voulais coacher dans le garage, il s'est foutu de ma gueule. Il a dit, mais n'importe quoi, il est timbré, ton mec, et tout ça, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Et voilà, maintenant, il dit plus du tout ça. Et puis son avis, j'en ai rien à foutre. Pareil, m'en foutais. Donc la vision créatrice est extrêmement puissante. Si vous voulez quelque chose, mais vous l'obtiendrez forcément si vous croyez en vous. C'est important de croire en soi. Si vous croyez à moitié ce que vous pensez, ce que vous visualisez, ça ne va pas marcher. Mais il faut le faire avec le cœur. C'est vrai que ça peut faire un peu Jean-Claude Van Damme quand je dis ça, là, aware. Mais c'est vrai, il faut ressentir avec le cœur. Quand on parle de sa mission, ça va vous faire vibrer. Vous devez avoir les larmes aux yeux. Ok ? Moi, quand je suis avec vous, quand je vous parle comme ça, moi, ça me fait vibrer. Je suis content. Je pourrais parler 8 heures, 15 heures d'affilée. Je fais ça même pendant des mois, des années, ça ne me dérange pas. Alors que je pourrais être lié avec ma femme et mes enfants et passer une bonne soirée avec eux sur Netflix. Il faut vraiment être motivé pour faire ça, non? Il ne faut pas être passionné pour faire ça? Transmettre son savoir pour aider les gens à les transformer, pour réaliser leurs objectifs et leurs rêves. Voilà. Tu vois la vision créatrice, comment elle est puissante?
Il y avait combien de chances sur Terre que je tombe sur François et qu'on organise un stage? C'est impossible. Et d'ailleurs, on discutait avec Sabrina, elle me disait, mais Aurélien, mais c'est un truc de fou. Sur son compte Instagram, il y a quelques jours, elle disait, ouais, c'est vraiment le karma qui a fait qu'on s'est rencontrés ensemble. Et là, elle vient, vous fait un truc avec le truc du chien, le machin et tout ça. Elle me disait, waouh, c'était extraordinaire ce qu'on a vécu. Mais François m'a dit la même chose, j'ai dit la même chose, Bubble, Damien, tout ça, tout le monde a dit la même chose. Et je pense que vous aussi, vous avez kiffé ça. Ça paraît, vous n'allez jamais le retrouver, ça. Même dans le monde militaire, François me disait, on ne retrouve pas ce genre de situation. Le côté pédagogique, où on apprend à être en contact avec le chien et tout ça. Et Antoine peut le certifier. Donc les gars, la vision créatrice, vous devez croire en elle, vous devez la visualiser, vous devez la ressentir avec les 5 sens. Vous allez tomber sur des mecs, des femmes, des gens qui ont high level, des doctorats, des caporales, enfin bref, des capitaines qui vont vous casser non-stop. Moi, je suis le meilleur, toi, tu es une sous-merde, je sais ce que je dis, laisse tomber. Moi, j'en ai rencontré plein, des mecs comme ça, mais à chaque fois, je les bâchais. J'ai dit, écoute, c'est bon, t'es un docteur, ok, super, t'es un docteur en astrophysique, ok. Par contre, parle-moi de biomécanique. Parle-moi d'alimentation végétale. Parle-moi de récupération, cryothérapie. Parle-moi de PNL. Ah, tu connais rien? Ben, t'es une merde, en fait. Tu vois, on renverse les rôles. Parce que, comme on disait tout à l'heure, on est tous le con de quelqu'un. Ok? N'ayez pas de sentiment d'infériorité. On le ressent souvent, ça. Quand on tombe sur un haut gradé ou des gens qui ont beaucoup de diplômes. C'est typiquement français, hein, ce que je vous dis là. Dans d'autres pays anglo-saxons, ça n'existe pas. Le sentiment d'infériorité quand on rencontre quelqu'un de haut gradé, de haut diplômé. Ok? N'ayez pas de crainte par rapport à ça. Ils ont leur point de vue, leur expérience, leur diplôme, leur grade. C'est leur délire à eux. Vous avez vos propres objectifs. Et vous devez vibrer par rapport à ça. Et donc, du coup, après, on va rentrer dans la loi d'attraction. Mais j'en parlerai après. Est-ce que j'ai rien oublié sur la vision On était quoi déjà? C'est la vision, c'est ça? Est-ce que vous voulez que je vous donne d'autres exemples sur la vision ou pas? Oui, Robin? Oui? Ok. Ça vous parle tout ce que je dis depuis tout à l'heure là? Est-ce que vous avez déjà pensé à ce genre de choses auparavant? Oui? Est-ce que c'était aussi poussé ou est-ce que c'était aussi détaillé ou pas? Moins poussé? Moi, c'était une vidéo sur YouTube justement qui en parlait aussi. Pareil, c'est du développement personnel, etc. Mais c'était moins poussé. Il y avait moins d'exemples. Exactement. Là, je vous donne du concret en fait. C'est que mon ressenti et mon expérience vécue. Et là, c'est vraiment, on sent le concret et en fait, effectivement, on arrive à imager la chose en fait. Donc, pour ceux qui comprennent, enfin, moi, dans un mot, quand c'est des mots, des fois, je ne comprends pas trop, mais quand j'arrive à l'imaginer, je comprends mieux la chose en fait. Oui, je comprends. Tu es visuel. Tu as besoin de visualiser. Mais comme moi, je suis très visuel aussi. C'est pour ça que quand François me parle, je suis comme ça, je l'écoute et je suis en train de visualiser. Je ne le regarde pas directement, je suis toujours en train de visualiser le truc. Si je n'arrive pas à visualiser, je n'arrive pas à ancrer ce qu'il me dit. Alors que lui, ça rentre direct, il comprend tout. Un génie, ce mec. Un autre exemple que je peux vous donner de visualisation. Steve Jobs, SpaceX, Elon Musk, ouais, je sais pas. Comment? Ouais, je suis pas un spécialiste de Walt Disney, hein. Mais je sais que tout le monde de l'envoyer chier et puis au bout d'un moment. Ouais, tout à fait. Ouais. Avant de mourir, il a pensé Epcot. J'ai plus la signification de l'anagramme, mais c'était le futuriste. Et en fait, de proposer du divertissement comme il a fait avec Disney World, c'était du jamais vu. Tout à fait. Et il a mis tout son fric dedans au point d'être au bord de la honte. Et lui, il savait que ça allait marcher. Et tout le monde ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, le mec, il a cartonné. Il le savait au fond de lui. Et là, on est en plein dans l'imagination. Tout à fait. Pour revenir à l'échec, ça, vous allez le subir, les gars, hein, l'échec. Hein. C'est normal. Hein. Tout le monde subit l'échec. C'est normal. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Il ne faut pas voir ça comme une honte. Il ne faut pas voir ça comme une incompétence. Il faut voir ça comme quelque chose de tout à fait normal, d'échouer.
Mais comme on est en France, en fait, l'échec est vécu comme une honte, en fait. Ah, t'as pas ton bac. Ah, t'as pas ton BTS. T'as pas eu ton permis du premier coup. T'es vraiment une grosse merde, quoi. Ah, t'arrêtes ton vote, t'es dernier. T'es vraiment nul, quoi. On entend ça souvent, régulièrement. Mais dans d'autres pays anglo-saxons, en fait, plus on échoue, et plus aux yeux des autres, en fait, on monte en compétence. Parce que ça veut dire que le mec, en fait, il est résilient. C'est-à-dire que peu importe le problème qu'il rencontre, il continue, il continue, il continue. En fait, tu sais que le mec, c'est un pitbull, il va jamais lâcher l'affaire. Et forcément, au bout d'un moment, ben, il va réussir à obtenir son truc. En France, c'est très typiquement français. Hein. T'as raté ton bac, on a tous vécu. Hein. Moi, pour info, j'ai pas le bac. Hein. J'ai pas le bac, les gars. Voilà, j'ai juste un BEP électrotechnique et après formation de coach, tout ça. J'ai pas le bac. Mais par contre, ce qui est intéressant, et c'est là où c'est marrant, quand je travaillais à Boulanger en tant que vendeur, un jeune, il arrive, je sais plus comment il s'appelait, avec Christophe, je crois qu'il s'appelait avec ses lunettes à la con là. Ouais Aurélien, qu'est-ce que tu as comme diplôme? Et je dis, moi j'ai rien, aucun diplôme. Ouais, moi j'ai, je sais quoi, c'est une licence en marketing, machin, nanana. Ok, je laisse parler, il fait son beau et tout. Et j'ai dit, tu sais Christophe, t'as ton licence marketing, qu'est-ce qu'on fait actuellement là comme métier? Ben, on est vendeur, donc tu touches le même salaire que moi. Donc ta licence, ça sert à quoi là actuellement? Useless, total. Ok? Ça, c'est ce qu'il peut en penser. Les officiers sous-off, pareil, les mecs qui sont diplômés, j'ai mon bac, mon BTS, ma licence, ok. Ça te sert à quoi dans le gendarmerie d'avoir ta licence en marketing? C'est vu comme une preuve d'intelligence alors que pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Vous avez plusieurs quotients d'intelligence. Le quotient intellectuel, qui veut strictement rien dire, ça a été prouvé par plein de scientifiques que ça voulait rien dire. Il y a le quotient émotionnel, l'intelligence de l'émotion. Il y a le quotient social. Ah, en fait, putain, merde, c'est intéressant. Il y a plein d'intelligences différentes, en fait. Il n'y a pas que le quotient intellectuel. Je suis pas un poisson à sa capacité à grimper un arbre. Exactement. C'est pas de moi, c'est. Oui, je connais. Ouais. Avec, t'as l'image avec la girafe, le singe et tout ça. On a plein de types d'intelligence, mais on se focus uniquement sur le quotient intellectuel, qui actuellement ne sert strictement à rien, puisque le plus important, c'est le quotient émotionnel et le quotient social. Sharon Stone a un quotient intellectuel très très bas. Sharon Stone, hein, la star américaine V12 intergalactique. Par contre, son quotient social est extrêmement élevé. C'est pas pour rien qu'elle est star de cinéma, parce qu'il faut être très social. Il faut savoir être show-off, comme on dit en anglais, spectaculaire. Enfin bref, se montrer en spectacle. Il faut avoir une intelligence pour comprendre comment charmer le public, comment communiquer, comment se faire entendre, comment captiver les gens. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous un quotient hyper développé, intellectuel, social ou émotionnel. Quelqu'un, par exemple, qui a un quotient émotionnel très développé va comprendre l'autre avant même qu'il parle. C'est typiquement les infirmiers, les médecins, tous ceux qui sont dans le don de soi, qui vont aider les gens. Ils ont une empathie très très puissante, donc ils ont un quotient émotionnel extrêmement élevé. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont un quotient intellectuel très, très élevé aussi. Ils peuvent juste avoir, je sais pas, leur diplôme d'infirmier de base, quoi, par exemple. Mais par contre, le quotient émotionnel est très élevé, ils comprennent direct. Oh, ah, t'as bobo, comment tu sais? Mais je le vois, je le ressens. Vous avez déjà eu ce genre de personne devant vous? Vous comprenez ce que je dis? Donc, si vous tombez sur autre personne, allez, ça dégage. Parce que moi, j'ai d'autres intelligences à développer. Oh là là, celle-là, c'est du sale, les gars. Oh là là. La quatrième. Un leader applique la stratégie du viking. Ah ouh, ah ouh. Un leader applique la stratégie du viking. Non, pas du tout. Ça peut être ta vision des choses, oui, mais enfin, c'est presque ça. Mais c'est dans le concept. Il y a ça aussi. Ça peut être aussi, ça peut faire partie du concept. Donc, un leader applique la stratégie du viking, c'est quoi? C'est
je suis sur mon bateau avec mon équipe. Un viking, c'est un conquérant, c'est un guerrier. Et vous êtes accessoirement aussi des guerriers, les gars. Okay, parce que vous venez faire un stage immersion avec un membre du GIGN. Si vous n'êtes pas des guerriers, je ne sais pas ce que vous êtes. Hein. Donc vous êtes sur le bateau, vous êtes le leader de votre team. Et là, vous dites, les gars, on va sur l'île, on va tout niquer, on va tout piller. On est des vikings, quoi. Okay, comme la série, vous connaissez la série Viking. Les mecs, ils sont sans pitié. Hein. Et la stratégie viking, c'est quoi? J'arrive avec mon petit bateau, hop, je saute du bateau, j'arrive et tout, tu vois. Je sors les armes et tout, machin, on sort les vivres, on commence à monter les tentes avec les yeux bandés et tout ça. Ça, vous connaissez ça aussi? C'est avec ça à foutre les mecs, tu sais, on va se faire un jeu et tout, tu sais. Et là, le chef, donc vous vous retournez, vous dites à vos gars, bon, le drakkar là, on le brûle. Et là, votre équipe va me faire, mais t'es sérieux toi, mec? T'es sérieux? Comment on fait pour rentrer? On s'en bat les steaks. Soit on les démonte et on les pille, soit on se fait déboîter. Mais au moins, on ne peut pas s'échapper. C'est exactement la même chose de Sun Tzu. Je vais y revenir après. Ouais, c'est presque ça. C'est mourir quand même, ça veut dire que tu te laisses plutôt... Enfin, oui, oui. Pas de plan B, les gars. Eh oui, pas de plan B. Après, les plans B, on peut le faire quand tu arrives à la fin de ton plan et que tu vois que tu ne peux plus rien faire et que, bon, ok, on ne peut plus rien faire. Je ne peux pas être gendarme parce que je suis inapte TAP ou je ne peux pas être CPA 10 parce que je suis inapte TAP parce que mon genou il a sauté ou je ne sais pas quoi. Bon, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ok, je ne suis pas non plus teubé à gneugneux, je vais faire autre chose, ok. Même si ma vision créatrice ne s'est pas réalisée, parce que ça peut arriver aussi que ça n'arrive pas. Mais par contre, ça peut vous emmener sur d'autres chemins qui sont hyper intéressantes. Je viendrai après. Donc, vous êtes sur votre île, vous voulez conquérir l'île, vous dites à vos collègues, vous brûlez le bateau, on y va ou on se fait ken. Voilà, c'est bon. Ok, c'est fait. Pourquoi? Parce que Sun Tzu, général chinois, donc l'art de la guerre, pour ceux qui l'ont lu, je vous recommande vivement de lire le livre, parce qu'il y a à peine 100 pages à lire, donc vous ne me dites pas que vous n'avez pas le temps de lire 100 pages. Le livre coûte... Hein? Il se lit très vite et il coûte 7 balles sur Amazon. Donc là, tu vois. Et si vous êtes en mode charclos, vous tapez Sun Tzu PDF et vous pouvez le choper gratos sur Internet. Mais par principe, moi j'achète toujours le livre déjà pour récompenser l'éditeur et pour me dire j'ai investi mon argent, donc du coup je dois rentabiliser mon achat. Parce que tout ce qui est gratuit, vous n'accordez aucune valeur. Et oui, pourquoi mes coachings sont payants? Pourquoi ça vaut un certain prix? Pourquoi le stage est payant? Si on vous l'avait offert, même si vous êtes avec un membre du GIGN, vous n'aurez accordé aucune valeur au stage. Je le sais parce que je l'ai déjà vécu. Ah oui, parce qu'on se dit, putain, j'ai payé, je veux le rentabiliser, mes 400 balles. Tu vois le truc ou pas? Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est normal. Et d'un côté, tu as aussi le biais qu'on pourrait se dire, mais en fait, si je ne fais pas payer, c'est que ça vaut rien. Oui, tout à fait. Même si ça ne fait pas forcément vrai, on peut donner des conseils qui sont gratuits, mais ça peut être un biais qu'on aurait. Je vais vous donner un exemple. Mon coach en marketing, parce que j'ai 2 coachs en marketing qui travaillent avec moi, il me disait, bon, son coaching coûte extrêmement cher. Si je vous disais le prix actuellement, là, je crois que vous faites une infarctus, vous appelez ça midi direct. C'est indécent comme prix. Il me disait, j'ai fait un test. Vous voyez la formation que moi j'ai payée. Il disait ça aux autres coachs avec qui on était. Mais je l'ai fait gratuite pendant 4 semaines. Sur les tant de personnes, il n'y a même pas 0, je ne sais pas combien, 5 personnes qui l'ont fait. Vous voyez la différence? Il propose sa formation qui coûte une blinde et qui fonctionne, qui marche super bien et tout pour avoir une meilleure communication, pour impacter les gens et tout ça. Il a fait gratuite, il n'y a même pas 1% qui l'a fait. Et tous ceux qui ont payé, 100% de réussite. Ah, c'est bizarre. Parce qu'on a investi son argent, donc du coup on veut le rentabiliser. Sun Tzu, l'art de la guerre, pour revenir sur ça. Il faisait une technique. Pourquoi il gagnait tous ses combats? C'est parce qu'en fait, c'est une stratégie militaire. Je vous fais un cours de... c'est quoi l'école de guerre avec les généraux, les officiers, qui est disponible d'ailleurs sur Army TV, qui coûte, je crois, 7 € par mois. Les gars, investissez dessus parce que c'est une pépite intergalactique où vous voyez tous les concours, les sélections. Vous êtes à l'insider, donc inside, donc vous êtes à l'intérieur des régiments, on voit tout.
Voilà. Moi, j'ai l'abonnement, j'ai tout vu sur le 13e RDP, première PMA, j'ai fait la totale, j'ai tout saigné. Sun Tzu, donc, il va envahir enfin, je sais pas, un village, un truc comme ça. Il gagne tout le temps ses combats. C'est pas possible. Enfin, mais le mec, comment il fait, quoi? Hyper simple. Moi, ceux qui ont lu le livre, ils connaissent. Il entoure la ville, il laisse une petite sortie. Et donc, du coup, les mecs, ils se disent, putain, fait chier, on va devoir combattre, on va crever, machin, j'ai pas envie de perdre ma femme et tout. Ah, ils ont laissé un petit échappatoire dans la vallée là-bas. Et on se casse. Et quand le mec, il arrivait, parce qu'il faisait un siège pendant plusieurs semaines quand même, hein, et quand il arrivait, en fait, il n'y avait plus personne dans le village. Tout le monde s'était barré. Votre cerveau, c'est la même chose. La stratégie du viking, c'est par rapport à votre cerveau. Vous êtes le viking, vous êtes le leader de votre cerveau, vous laissez un échappatoire, donc le bateau, le cerveau va prendre cet échappatoire pour se barrer. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc en fait, en verrouillant toutes les options, vous n'avez qu'une seule option. Donc du coup, votre cerveau, il va travailler uniquement dans un seul but, c'est la réussite de cet objectif, parce que sinon, il sait qu'il n'y a pas de machine arrière. Ah, ça change tout. Parce que moi, quand j'entends des mecs qui viennent me voir sur Instagram, Facebook, en visioconférence et tout, qui me disent ça me gave. Franchement, quand les mecs qui me font ça, j'ai juste envie de les secouer comme des cocotiers. Alors j'hésite, ça va parler à quelqu'un, ça va le faire vibrer là. Ouais, il commence à vibrer, il rigole déjà. J'hésite entre le GIGN et les premières PMA. Hein, Mathéo? Ça te rappelle des souvenirs? C'est vieux ça remonte à 1 an. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit, je te laisse t'exprimer. 1 minute. Je t'ai laissé 1 minute. 5 minutes, je crois, comme ça. Ouais, 5 minutes. Et je t'ai dit quoi? Exactement. Je t'ai dit, je te laisse 5 minutes de réflexion et de méditation, mais tu dois choisir entre le premier PMA et le GIGN. C'est ça que je t'ai dit. Je me rappelle encore. Et toi, au bout de même pas 1 minute, il m'a dit, c'est bon, ma décision est prise, c'est le premier PMA. C'est vrai ou pas? Voilà. Il a verrouillé son cerveau, il ne s'est pas laissé d'autres options. Et du coup, il a progressé à une vitesse grand V. Ouais, ça lui a pris du temps, parce que le premier mois, tu as subi texte. Ouais, c'était compliqué. Mais après, quand tu as verrouillé ton cerveau sur ton seul objectif, tu n'avais que ça en tête. Et tu as avancé à vitesse grand V. Vous connaissez la stratégie de taxi ou pas? J'ai plein de stratégies, moi. J'en ai déjà parlé plein de fois en live et tout ça, mais... Taxi, ouais. Taxi driver. Uber aussi, maintenant c'est Uber. Non? Vous connaissez ou pas? Ça vous dit rien? Je vous la donne ou pas? Oui? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous endormir, là. Non? Léo, c'est bon, je te la donne, la stratégie? C'est chaud? Allez, on y va, poteau, c'est parti. Donc, on va prendre... Guillaume. Elle est chaud, Guillaume, là, c'est bon. Donc, Guillaume, il appelle un taxi. Oui, bonjour, c'est Guillaume. Est-ce que vous passez à la maison, machin, j'habite à tel endroit et tout. Le taxi, il arrive et tout. Et Guillaume, il dit, au taxi, il dit, ouais, je veux aller voir ma copine. Elle habite au centre-ville. Donc le taxi dit, ok, c'est à 15 minutes d'ici, je t'amène, ça coûte tant. Ok, let's go. Tu es sur ton téléphone, tu envoies des messages à ta copine. J'espère que tu as une copine, mais ça se trouve, ça, les mecs, ils sont célibataires, tu sais. C'est bon, tu as une copine? Oh putain, merde. Mais bon, ça marche. Bon, au moins, voilà. Vision créatrice, demain, tu vas rentrer du stage, enfin, voilà, tu auras une copine qui va arriver. Elle va t'attendre. Tu l'attends? T'inquiète pas, elle va arriver. Visualise. Genre, elle est en petite tenue comme ça à la maison. T'es genre, putain, le coach a marché, il m'envoie un message. Regarde, la meuf, elle est à la maison et tout, elle est comme ça. Putain, mec, si ça t'arrive, faut que tu m'envoies la photo. Donc, le taxi l'emmène et tout, chez sa meuf, machin, tout ça. Et puis, à un moment, il dit, non, j'ai pas envie d'aller au taxi, j'ai pas envie d'aller voir ma meuf. Il y a mon meilleur pote qui m'a appelé. Il a reçu la PS5, putain, j'ai trop envie d'y jouer, quoi. Donc, vidéo taxi, bon, écoutez, j'ai pas envie de voir ma meuf. Je vais aller voir un pote. Le taxi commence à faire demi-tour, il s'arrache et tout ça. Il fait 15-20 minutes de route parce qu'il doit passer par la rocade, c'est hyper loin et tout. Et là, tu reçois un autre message. Et là, c'est ton plan cul. Dis pas que t'as pas le règle. Putain, mais il est chaud le mec, hein, tu sais.
Et là, tu dis au taxi, tu dis putain, là, enfin, c'est chaud, la meuf envoie des messages, j'en peux plus, là, vas-y, j'y vais, quoi, tu vois. Il dit ouais, voilà, je change de trajectoire, je vais voir ma seconde meuf, quoi. Et là, le taxi te dit, ouais, le coup de poteau, tu m'as saoulé, tu as changé 3 fois de truc, c'est quoi, je te laisse là, tu me payes, tu dégages. Et là, vous comprenez ou pas ce que je dis? Exactement. À avoir trop d'options, vous allez nulle part. Donc ça veut dire que Guillaume, non seulement il n'a pas, hein, il n'a pas fait ça, et en plus il a perdu du temps, il a perdu de l'énergie, parce que ça coûte quand même de l'énergie, même si on fait rien dans le taxi, et en plus il a perdu de la thune. Il a perdu de la thune, le mec, il n'a rien fait de la journée. Et en plus il se retrouve nulle part. Il est perdu en plein milieu de nulle part, il ne sait pas où il est. La stratégie du taxi. Avoir une seule destination. Être clair avec le taxi. Et le taxi, c'est quoi? Ben, c'est votre cerveau, les gars. Si vous dites à votre cerveau, j'hésite entre la gendarmerie, GIGN, machin, nana, reprendre les études, aller voir ma meuf, partir en Australie, voyager, nanana, ben en fait, votre cerveau, il va commencer à réfléchir sur un truc, mais non, oh, je l'envoie. Et en fait, tu restes kéblo. Tu es paralysé par le doute et la peur. Parce qu'après, en fait, ça amène les sentiments de peur, de doute, et après, ça donne un sentiment de paralysie. On ne passe plus à l'action. Mais vous êtes des leaders, vous êtes des guerriers. Est-ce qu'un guerrier, en combat, il reste comme ça, figé à attendre qu'on le bute? Non, le mec est tout le temps dans l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la stratégie du viking et du taxi, Guillaume, c'est d'avoir une seule destination. Parce que si vous n'appliquez pas ça, vous perdez du temps, et le temps, ça ne revient pas. Une fois que c'est perdu, ça ne revient plus jamais. Voilà. Il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de machine à remonter dans le temps. Vous perdez de l'argent et de l'énergie. C'est chiant quand même, hein. C'est relou, hein. Ça vous est déjà arrivé d'avoir plusieurs options devant vous et de ne pas savoir quoi prendre? Ouais. Par rapport à quoi? C'était encore un peu ma mauvaise période à ce moment-là. Ok. Je sortais avec une meuf et j'avais plus de logement et donc du coup je devais soit remonter sur Paris et avoir un logement, soit rester sur Menton et être avec ma copine. Ok. Et bah, sachant que j'étais remonté sur Paris avant, et j'ai décidé de redescendre pour elle et rester sans logement pendant 2 mois. Ok. Qui d'autre encore a eu des doutes, enfin plein d'options et tout ça? J'ai vu tout à l'heure des mecs qui ont dit ouais. Personne? J'en ai vu là. Robin, non? Mais Matt, oui, toi? Hein? Ouais, au niveau boulot, ouais. Exactement. Avoir trop de choix, ben, ça tue le choix en fait. Comme un restaurant, vous arrivez au restaurant, moi ça m'horripile. Je vais au restaurant, quand tu vois menu A, B, C, D, E, F, G, H, Y, hein, tu dis, c'est bon, tu mets 4 plats et c'est bon, on va choisir sur 4 plats, on va pas se prendre la tête à avoir un milliard de... C'est débile quoi. Qui d'autre a encore eu ce problème-là d'option? Vas-y Antoine. Moi dans les fusiliers, de base j'étais rentré pour faire commando, après une fois là-bas j'étais encore jeune et pas assez mature je pense, donc j'ai voulu prendre du temps en expérience. Après on a eu les systèmes de garde qui fait qu'on se tapait des semaines à 100 heures, clairement je me suis démotivé, j'avais plus le temps, j'étais fatigué. Et comme je disais, j'avais pas de vision assez, j'étais pas assez ambitieux. Ouais. Je me suis dit, tant pis, je re-signerai pas et j'irai voir dans une autre armée. Ok. Et après, c'est un peu arrangé, je pars sur mission, etc. Et je me suis dit, bon, je me remotive, je vais devenir commando marine, etc. Je vais au stage de septembre de cette année. Donc je devais le faire. Et en fin de compte, j'ai demandé à rester, mais trop tard, j'avais déjà refusé l'année dernière. Ok. C'était trop tard pour moi, donc j'ai pas pu rester. En fin de compte, j'ai fini mon contrat. C'est pour ça que je tourne dans l'armée de l'air. Du coup, à trop perdre de temps, peut-être que je n'aurais jamais réussi, mais tu peux pas savoir. Ouais. J'ai pas fait le stage. Ouais. Vous voyez le problème d'avoir trop d'options? Voilà. C'est vrai, on est bloqué au bout d'un moment. Et on se dit, putain, merde, j'aurais dû aller au bout de mon truc, en fait. Ça vous coûte rien d'aller au bout de votre première option, en fait. Parce qu'en fait, la première option, c'est toujours, entre guillemets, la meilleure. Parce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer à la base. Si je vous parle du plan Z, vous dire, qu'est-ce qu'il me raconte le plan Z? C'est quoi ce truc, tu vois? Par exemple, je te dis A, B, tu vois, ça va. Quand je te dis A, ouais, le A, ça me plaît bien, c'est mon truc, ça me drive, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important d'avoir un seul plan. Et si, à la rigueur, votre vision créatrice ne se réalise pas, c'est pas un drame, les gars.
Okay, moi, si j'avais pas réussi, je sais pas, de mon garage et que j'aurais pas pu évoluer dans un hangar et rencontrer François et d'autres coachs et tout ça, je n'aurais pas fait de Mordor. Mais je dis ok, peut-être que l'univers ne veut pas que je sois coach et que j'aide les gens. Ok, je vais faire quelque chose qui me fait vibrer encore. Dans ma vie, j'ai fait des milliers de métiers, les gars. Je n'étais pas coach avant. Avant, j'étais informaticien, vendeur, coach en séduction, enfin bref, des trucs comme ça. C'est une partie de ma vie que je vais cacher. Mais en fait, je posais des posters dans les rues en Australie pendant 1 an. J'étais comme ça. J'ai fait ça dans ma vie pendant 1 an, presque. J'ai fait plein de métiers. J'étais vendeur aussi au téléphone. Je vendais des surgelés. C'est vrai en plus, hein, pendant 1 mois. Partie très sombre de ma vie quand j'ai perdu mon père. Voilà. Quand mon grand frère est arrivé, il m'a dit « Ouais, poto, tu vas avoir un fils dans quelques mois. Avec ton truc de coaching, ça va pas marcher. Tu es dans un garage, mec. Tu gagnes 600 € par mois. Qu'est-ce que tu veux nourrir ta famille avec ça ?» Et moi, comme un naze, je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Je fais, c'est vrai, 600 € par mois, franchement, ça craint, tu vois. Enfin, j'étais à 700 € peut-être par mois. Ok, j'ai perdu mon père, mon fils arrive. C'est chaud, là. C'est chamboulement dans sa vie, tu vois. Tu perds quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive. Tu vois, le cercle de la vie. Je m'engage dans ce magasin, dans ce truc de vente Coaxi. J'y travaille pendant 1 mois. Et là, je me dis, mais ok, mon grand frère, il est blindé, il a une villa à Arcachon, il gagne tant, sa femme est psychologue, il a la vie de rêve. C'est le mec idéal, en fait. C'est le Ken, hein, je l'appelle Ken, en fait. Tu vois, parce qu'il est tout lui réussi dans la vie. Haut diplômé, femme super belle, machin, tout ça. Mais je lui dis, est-ce que ce mec-là, parce qu'il est meilleur que moi dans plein de domaines, est-ce que je dois vraiment l'écouter ou est-ce que je dois écouter mon instinct par rapport au coaching et aider les gens? Malgré que je gagne que 600 € ou 700 € par mois. Et au bout d'un moment, en fait, j'étais devant mon écran en train de vendre, je dis, mais les 7 heures où je suis en train de passer en train de vendre des putains de poissons au téléphone, je pourrais être pendant 1 heure ou 7 heures à discuter avec des gens, à les aider au téléphone. Et là, en fait, du jour au lendemain, je suis parti. J'ai dit à ma femme de l'époque, je dis franchement, c'est bon, vendre des poissons, je suis pas fait pour ça, quoi. Moi, je suis fait pour faire un truc pour impacter les gens sur Terre. Il faut que je trouve une mission plus puissante que ça. Ok? Et j'étais j'étais au fond du seau. Hein. Vous m'aurez connu à cette époque-là, j'étais pas comme maintenant. J'étais pas plein d'énergie, plein de conviction et plein de réalisations. Ok? Je t'écoute, Théo. Je pense qu'il faut s'écouter soi-même en fait. Oui, bien sûr. Parce que moi, je ne l'écoutais pas avant. J'écoutais plus par exemple les autres. C'est normal, mais on passe tous par cette étape-là d'écouter parce qu'on manque peut-être d'expérience, de maturité, de conviction, de compréhension des mécanismes de l'esprit, de la loi d'attraction. J'aimerais bien aborder la loi d'attraction, je ne sais pas si on aura le temps, je vais voir. Mais c'est vraiment hyper important de croire en soi. Et si je n'avais pas cru en moi à ce moment aussi très dark de ma vie, ok, eh bien, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Du coup, attends, je suis à combien là? 5e. Il doit avoir une énergie titanesque qui est drivée par son pourquoi. Est-ce que j'en parle de ça? Non. Alors, attendez. On va passer plutôt sur la 6e. Excusez-moi. La 5e, on ne va pas l'aborder. Ouais, il doit avoir une énergie titanesque qui est drivée par son pourquoi. Driver, ça veut dire conduire. Il est conduit. Ouais. Ça, c'est la 5e. Peut-être que je l'aborderai peut-être un peu plus tard, si j'ai l'inspiration. Parce que je n'ai pas d'inspiration là pour ça, la 5e. Il doit avoir une énergie titanesque qui est drivée par son pourquoi. Qui est drivée par son pourquoi. Pourquoi tu veux devenir fusilier marin? Pourquoi tu veux devenir gendarme? Pourquoi en fait? Ok, c'est pour sauver les gens. Mais pourquoi tu veux sauver les gens? Parce que. Mais pourquoi? Et pourquoi? Et comment après? Parce qu'il n'y a pas que le pourquoi, c'est le comment. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc la 6e, alors ça, elle est vachement intéressante. J'en parlais avec Marie-Émilie, préparatrice mentale, et avec François aussi. Ça les a fait rire quand j'ai dit ça. Oh, cette clé, elle est super sympa, vous allez voir. Elle est plus fun, celle-là. La 6e, c'est tu dois être le moins intelligent de la pièce.
tu dois être le moins intelligent de la pièce. Tu dois être. Être. Oui, mais j'ai un peu de mal à saisir le Mais je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je répète, tu dois être le moins intelligent de la pièce. Ah, ça vous perturbe de dire ça. Hein. Comment? Vous avez compris ou pas? Moi, je le fais plutôt comme paraître comme un agneau, alors qu'on est un loup. Non, pas ça. Ah, vas-y, Tristan. Je pense que c'est l'esprit de l'éternel apprenant, en fait. Ouais. J'écoute tout ce qui est autour de moi, c'est pas moi le plus malin, je prends tout ce qu'il y a autour pour devenir meilleur. Ok. Je pense que c'est ça. Ça en fait partie. Ouais. En fait, je vais vous expliquer, parce que sinon vous n'allez pas percuter sur ça. Tu dois être le moins intelligent de la pièce où tu es avec les personnes qui t'entourent. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, je prends... On va prendre Léo, tiens, on va changer un peu. Si Léo est dans une pièce et que c'est lui le plus intelligent de la pièce, qu'est-ce que ça va lui apporter? Rien, parce que tout le monde va avoir d'attendre de lui. Exactement. En fait, un leader doit s'entourer de gens plus intelligents que lui. Pas toujours facile. Pas toujours facile, effectivement. Parce que du coup, ça remet son ego en place. En cause plutôt. Ok? En disant, putain, je suis le plus con de la salle quand même. Plus chier. Ou alors, c'est le mec le plus fort de la salle de sport. Mais en faisant ça, en fait, en se remettant en question, en étant avec des mecs plus intelligents que vous, mais vous allez apprendre de ces gens-là. Parce qu'il y a toujours plus intelligents que soi, dans plein de domaines. Moi, je m'entoure des gens qui sont plus intelligents que moi dans d'autres domaines de compétences. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire? C'est comme un sport de combat. Comme? C'est comme un sport de combat. Oui? Si tu t'entraînes toujours avec les débutants, tu ne gagneras rien. Si tu vas te faire un peu tabasser par les costauds, là tu vas couper du niveau. Exactement. Je vous donne un exemple. Henry Ford, vous connaissez le créateur de Ford? Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques décennies de ça? Il a été au tribunal par rapport à son intelligence. Les mecs, ils ont porté plainte en disant que c'était un cassos, qu'il créait des voitures, c'était la merde et machin. Donc il est parti au tribunal, c'est une histoire vraie. Et donc du coup, les mecs, ils lui ont fait passer des questions de culture générale au tribunal. Bon, ça remonte à il y a presque 100 ans quand même. Donc c'était un peu perché les mecs. Et en fait, à la fin, il dit quoi? Il dit, mais écoutez les mecs, vous me demandez des questions que je ne maîtrise pas. Mais par contre, j'ai toute une équipe qui pourra répondre à ces questions. Parce qu'ils travaillent avec moi. Ils ont une expertise dans ce domaine-là. Alors pourquoi moi je devrais tout savoir alors que j'ai des mecs qui sont plus intelligents que moi? Vous avez compris ou pas? Pareil pour moi, dans mon équipe. Je m'entoure des personnes qui ont plus de compétences que moi. Marie-Émilie, elle est spécialisée dans la préparation mentale. Elle a des outils que je connais, l'énéagramme, la PNL, plein d'autres, je connais, mais pas en profondeur. Je ne suis pas un expert dans le domaine. Je suis perché par rapport à ça. Je peux vous donner quelques outils, mais je ne peux pas aller en profondeur comme elle peut le faire, parce qu'elle a 20 ans d'expertise. Elle a 20 ans d'expertise, les mecs. C'est énorme. C'est des milliers d'heures à étudier les trucs. Je travaille avec Carole Müller, championne Ironman. Est-ce que moi, je suis champion Ironman? Pas du tout. La plus longue course que j'ai fait, c'est 10 km, 53 minutes. Je suis une chèvre en course. Ok? À part sur les 400 mètres, je bombarde. Ma spécialité, c'est pas du tout la longue distance, c'est la courte distance. Ok? Mais je m'entoure d'une championne Ironman. Elle a 10 ans d'expérience en triathlon longue distance. Donc, dans la pièce, quand je suis avec eux, je suis le moins intelligent de la pièce. Vous comprenez? Donc, dans votre équipe, quand vous allez former peut-être des équipes et tout ça, essayez de trouver des gens qui sont beaucoup plus compétents que vous dans des domaines que vous ne maîtrisez pas ou que vous maîtrisez très peu. Parce que du coup, vous économisez votre temps, les gars. Vous imaginez le temps que je devrais passer pour avoir la maîtrise qu'a Marie-Émilie en préparation mentale, thérapeute et tout ça? Elle a 20 ans, ça fait des milliers d'heures. Carole, 10 ans d'expérience en triathlon. Le nombre d'heures d'entraînement, elle s'entraîne plus de 20 heures par semaine, les mecs. C'est énorme en cardio. Moi, j'ai jamais fait ça. Je fais 5 WOD par semaine, ça fait 5 heures d'entraînement. J'ai fait 3 ou 4 fois moins d'entraînement qu'elle en cardio, voire peut-être 5 fois. Vous imaginez? C'est énorme. Donc quand vous entourez, entourez-vous des gens plus intelligents que vous.
Voilà, c'était la dernière clé, je crois. Parce que j'ai 6e. Je crois que j'en avais 7, mais voilà, la 7e, c'était agir pour l'humanité. Vous pouvez la marquer si vous voulez. Ça va, c'est pas trop long, les gars? Non? C'est bon? Presque fini. La 7e, c'est agir pour l'humanité et non pour l'argent. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de développer. Vous avez compris? Parce qu'en fait, si vous agissez pour l'humanité en rendant service à autrui, avec des biens ou des services, et si c'est de qualité, et si c'est efficace, automatiquement, entre guillemets, l'argent viendra vous récompenser. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je pense que le club des 5%, justement, ils ont un peu rien à foutre de l'humanité. De l'humanité? Pourquoi tu dis ça? Milliardaires, etc. Je pense. Pas du tout. Steve Jobs, il le dit très clairement, son but c'est de créer la première colonie extraterrestre, enfin pas extraterrestre, enfin bref, il y a un mot, c'est quoi déjà? Une espèce interplanétaire. Donc il pense bien à l'humanité. Pourquoi il crée des voitures électriques? Parce qu'il en a marre que les voitures polluent le monde. Même si on dit que les batteries ça pollue. Mais il en a marre en fait de ça. Pourquoi il se développe dans le solaire? Parce qu'il veut une énergie verte. Est-ce qu'il ne pense pas à l'humanité? Dans son cas, mais je pense qu'il y a des cas où c'est pas fait. Après, c'est très compliqué. Là, on rentre dans des trucs philosophiques où on est entre l'écologie, le machin, le truc. Mais en fait, le sens premier de ces personnes-là, si vous lisez ces biographies-là, les mecs, ils veulent agir pour l'humanité. Après, chacun a sa façon de penser aussi. Ouais. Vous savez, l'image qu'on a du millionnaire, milliardaire dans son boîte, à rien foutre et tout ça, c'est pas du tout ça. Les mecs, ils se lèvent à 4h du matin, ils sont déjà en train de bosser. C'est ça qui est paradoxal, c'est que les gens pensent que ces gars-là, comme ils sont blindés, ils se la coulent douce, ils font rien. Ils disent, ouais, c'est bon, j'ai des milliards d'employés qui travaillent pour moi, j'ai des PDG, des machins. Pas du tout. Steve Jobs, tous les matins, il est à 5h, il est debout, les gars. Pourtant, il est milliardaire. Moi, je vous donne 1 million à chacun, je vous donne 1 million d'euros ou 10 millions, qu'est-ce que vous en ferez? Est-ce que vous vous levez le matin à 4h du matin pour aller travailler? Moi, je travaille encore sur. No way, rien du tout. Tu vas partir à la plage, tu vas aller faire la fête, tu vas t'acheter une voiture et... Non, c'est ce que j'ai. Ouais. C'est une question que je t'ai posée avec mon petit frère. Ouais. Si on gagne le loto, là, on fait quoi? Et bien moi, je dis, moi, je continuerai à travailler, j'investirai dans les endroits, et puis au final, je continuerai à gagner ma vie, mais au final, j'aurai investi, donc il y aurait quand même du travail derrière. Ok. Mais dans la règle des 95%, parce qu'il y a une règle vraiment très spécifique, la plupart des gens, tu leur donnes du pognon, ben, ils ne branlent plus rien. Ça a été prouvé, hein, tu le vois souvent dans les reportages du loto, les mecs quand ils gagnent le loto, ben, ils larguent leurs femmes, ils font plus rien, ils se font masser toute la journée, ils vont voir des... Enfin bref, vous avez compris le reste. Hein. Mais en fait, ils produisent plus rien en fait. Parce que leur pourquoi n'est pas du tout ancré, ils n'ont aucune valeur, aucune mission sur Terre. Ah oui. Mais les milliardaires, c'est pas du tout ça. Millionnaires, pareil. Mais bon, on va pas rentrer dans le sujet, ça va être un peu trop philosophique au bout d'un moment. Est-ce que vous avez des questions sur les clés de leadership? Est-ce que vous avez voilà, des interrogations, des doléances, des... Est-ce que ça fait sens, les clés que je vous ai données? Je pourrais aborder le sujet pendant des heures, les gars. Hein. Franchement, comment? Ouais. Parce qu'il y a vraiment des trucs hyper pointus que je pourrais aborder, notamment la loi d'attraction. Mais là, j'en ai pour 2 heures. Et c'est hyper passionnant. Mais peut-être que je l'aborderai demain, quand vous aurez bien dormi. Parce que là, il faut accumuler. Hein. Là, vous êtes fatigué, vous avez un magazine du savoir, il faut vous reposer au moins 8 heures ou 9 heures pour ceux qui dorment beaucoup. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi 8 heures et 9 heures, c'est beaucoup pour vous? Vous voulez faire que 4 heures de sommeil? Ok, on s'adapte. Non, bah, vous laissez quand même dormir. Attendez, vous avez fait 8 WOD, vous êtes fracturés, les gars. C'est bon. Est-ce que les clés que je vous ai données, est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que ça vous donne une autre vision du leadership? Moi, ça me conforte dans l'idée que je me faisais. Comment? Moi, ça me conforte dans l'idée que je me faisais du leadership. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça,
lisant des bouquins sur ça, en regardant des vidéos, là, effectivement, ouais, c'est ce que je voyais. Ok, En fait, ça fait que confirmer ce que je pouvais voir. d'accord. C'est pareil, je le sais déjà un peu. Mais après, c'est sûr que les frais, déjà, c'est différent. Mhm. Après, ce que je voulais juste rebondir par rapport au truc que tu as dit, Oui, je pense que ça se fait aussi naturellement. Je pense que dans les chemins entrepreneurs, on a tous un chemin différent. oui. Mais on a tous vécu un moment de notre vie un peu difficile. Mhm. Et après, on a su rebondir et on a vu qu'on était beaucoup meilleur que ça en fait. Ben, en fait, c'est que plus l'échec est grand et plus votre réussite est multipliée par 2 voire 3 en fait. Et je me rends compte. En fait, plus votre dépression est grande et plus quand vous remontez, c'est waouh, c'est le paradis. C'est marrant, en fait, il faut traverser l'enfer pour découvrir le paradis. Moi, j'ai vécu des trucs de ouf. Hein. Quand j'étais en Australie avec Bubble, je peux vous raconter. Hein. Je me levais à 6h du matin, des flics me pointaient l'arme sur moi, ils étaient à 2 doigts de tirer et à m'abattre. J'ai vécu ça en Australie. Et d'autres situations où des policiers ont abattu des mecs devant moi, en Australie. Je vous m'étonne pas, hein, c'est vrai ce que je dis. Hein. J'ai vécu des trucs où j'étais à 2 doigts de crever, quoi. J'ai pas été traumatisé pour autant. Et je me suis dit, allez, je fais ma life, je continue, quoi. J'ai perdu mes 2 parents, enfin bref. J'ai vécu des trucs de ouf, à des moments très stratégiques et clés de ma vie, comme par hasard à chaque fois. J'étais dans le down, mais par contre, je me suis dit, attends, oh mec, réveille-toi, t'es pas une merde, c'est bon, t'as un potentiel comme tout le monde, t'as un pouvoir illimité, t'as une intelligence illimitée, tu peux te connecter entre guillemets à l'infini, ça c'est la loi d'attraction, mais je vais pas rentrer dedans. Mais crois ton potentiel, c'est bon. Vas-y, let's go. Et regardez maintenant, on est là, dans la joie et dans la bonne humeur. Toujours croire en soi. Vous avez je vous le dis, hein, je vous le répéter 1 milliard de fois, je peux vous saouler avec ça pendant des heures, vous avez un pouvoir, une connaissance, une intelligence infinie. Le pouvoir du subconscient, un livre qui est dans l'armurerie. Ah, un seul qui a noté quand même, hein, qui a compris. Hein. Ah, j'ai déjà donné. Ok. Le pouvoir du subconscient, je crois qu'il coûte 17 €. Par contre, ça vous permet de gagner de nombreuses années d'expérience très rapidement, gagner plus d'argent aussi, trouver une copine pour ceux qui sont célibataires et réussir plus vite dans la vie. Ça te plaît ça? Ouais. La loi d'attraction, je vous donne un exemple. C'est bon, Damien, ou pas? Je suis dans les timings ou pas? Ouais? Tu me dis hein, si... 20 minutes? Ok. Mais tu me dis si François a prévu un truc ou pas? Hein? Ok, d'accord. Ok, ben c'est parti les gars. Est-ce que vous êtes chaud pour la loi d'attraction? C'est bon? Levez la main, c'est bon? Ok, Jérém, il a fait... il a levé, tu sais, genre... C'est comme ça. Allez, buvez un coup. Et là, on va aborder le chapitre de la loi d'attraction.